Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Dans une décision du Conseil d'État français, le Bénin, le Sénégal et le Ghana ne sont plus des pays d'immigration dits sûrs. Quelle analyse peut-on faire de cette décision? Vous suivrez la lecture d'un consultant en relations internationales dans cette édition. Au Nigeria, 140 lycéens ont été enlevés dans le pensionnat par des hommes armés pendant la nuit du dimanche à ce lundi. Une troisième attaque en 3 jours dans la région du Kaduna. Et puis au Sénégal, de nouvelles lois adoptées pour lutter contre le terrorisme, des lois jugées liberticides par l'ONG Human Rights Watch. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis quelques jours, le Bénin ne fait plus partie de la liste des pays d'immigration dits sûrs de l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Une décision du Conseil d'État français. Quels sont les probables impacts d'une telle décision? Morgan Asogba, consultant en relations internationales, nous livre sa lecture. Il est au micro de Frédéric Espoir Mombou et Jean-Baptiste Bocco. Il faut penser à deux lectures possibles. Une lecture diplomatique et une lecture culturelle. Et il faut déjà commencer par retenir que cette liste est une liste assez controversée. Et il n'y a pas que le Bénin qui a été retiré. Vous avez le Ghana, vous avez le Sénégal. Donc ça fait 3 pays. Alors la lecture diplomatique est celle qui veut que la France, comme un État, puisse quand même, au travers de ses institutions, que ce soit publiques ou privées, faire en sorte que ses intérêts soient promus. Et nous savons tous que les intérêts de la France, c'est d'abord les droits de l'homme. C'est ce que la France met au devant de la scène. Et en parlant des droits de l'homme, les critères d'appréciation de cette structure sont bel et bien le respect des libertés publiques et surtout le droit des LGB, les gays et tout le reste. Donc voilà 2 critères assez majeurs. Et lorsque vous regardez ces critères qui entrent dans le cadre des droits de l'homme et vous tenez compte aussi du cas des demandes d'asile qui ont augmenté du côté des Béninois, des ressortissants béninois vers la France, vous comprenez le souci de cette structure qui n'est que dans sa logique diplomatique, dans sa logique de promouvoir les intérêts de la France, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. L'aspect culturel de la chose nous renvoie déjà aux pays comme le Ghana, le Sénégal, surtout le Ghana, qui s'est inscrit dans une logique où la promotion de certains de ces droits, que la France estime être les droits et les libertés publiques comme celui des homosexuels, il y a une loi qui a été adoptée au Ghana qui vise à sanctionner de façon légale toute pratique allant dans ce sens. Et cette confrontation, sinon cette opposition culturelle fait que c'est tout à fait compréhensible de voir la France et cette structure retirer ces pays comme le Ghana, comme le Sénégal et le Bénin, pourquoi pas, qui même si dans son arsenal juridique ne s'oppose pas directement à la question, mais dans l'aspect culturel de la chose reste quelque chose d'assez difficile pour les populations autochtones, pour les Béninois, qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de pratiques qui s'opposent à cela. Et nous avons eu un incident récemment au Bénin avec ces personnes transgenres qui ont été victimes d'un certain fait. Donc nous comprenons d'une façon ou d'une autre, cette mesure vise à faciliter. Lorsque vous vous retrouvez retiré de cette liste, la mesure vise à faciliter le processus de demande d'asile. Et il a été notifié que les demandes d'asile vers la France venant du Bénin sont d'un taux d'environ 25%, ce qui montre une augmentation assez nette dans l'arsenal français. Donc lorsque vous êtes retiré de cette liste, déjà toutes les personnes sensibles qui se sentent menacées, qui sentent le fait que leurs libertés publiques sont menacées, ont le privilèges en griffe, ont des facilités dans leur processus de demande d'asile et de migration vers la France. Tout dépend des intérêts de chaque leader et de chaque État. Si le Bénin s'inscrit dans une logique de promotion absolue des relations entre la France et le Bénin va certainement trouver lors de ces ententes des dispositions à prendre pour se retrouver à nouveau dans cette liste qui n'est pas forcément une liste étatique. Donc le Bénin ne se retrouve pas forcément en train de mettre en danger ses relations diplomatiques avec la France.
Les épreuves sportives de l'examen du BEPC ont démarré ce mardi matin. Il faut dire que les résultats de la phase écrite ont été affichés hier dans la matinée. Clémence Tonoucoin et Jean-Baptiste Bocor ont fait le tour de quelques établissements. Voici le reportage. Quelques groupuscules d'élèves par endroits autour de téléphones portables consultant leurs résultats. C'est l'ambiance qui a prévalu ce lundi matin dans la cour de certains collèges. Les listes des candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021, n'ont été affichées dans les établissements que dans l'après-midi. L'euphorie qu'on remarquait autrefois à cette occasion était totalement absente. Et pour cause, les candidats ont pu avoir leurs résultats des heures plus tôt depuis leur domicile à travers la plateforme e-Résultats. Je suis venu à l'école pour voir mon résultat et voir ceux de mes camarades pour voir s'ils sont admis ou pas. Mais quand moi regarde pour moi, je suis admis. Mais j'ai constaté que la majorité de notre salle a redoublé. J'ai regardé mon résultat sur un téléphone parce que ce n'était pas encore affiché. Je me sens en joie et je suis encore fier. J'ai connu mon résultat depuis hier. J'ai connu mon résultat sur le net. Et je suis venu à l'école voir si mes amis aussi sont admis pour voir quand on va passer l'oral. J'ai eu le résultat le dimanche à 10h sur le site Google. J'ai tapé mon nom et puis j'ai trouvé, ils ont écrit admissible en bas. Maintenant, je suis venue à l'école, je suis venue dans l'établissement aujourd'hui pour voir là où je vais faire l'oral et là où je vais faire le sport aussi. La réforme est très appréciée des candidats qui estiment que cela permet d'éviter non seulement les déplacements, mais aussi certaines dérives des candidats malheureux. Je pense que cela est une bonne chose parce que souvent, quand les élèves viennent regarder leurs résultats dans l'établissement et voient qu'ils ne sont pas admis, certains ont des idées banales, certains ont des idées pour te suicider, certains ont des trucs là. Donc moi je vois qu'à la maison maintenant, tu peux regarder sur le site toi-même, si tu seras confronté avec tes parents. Tu vas savoir si tu es admis ou pas, mais si tu n'es pas admis, il y a les parents là pour t'encourager, pour te donner la force, le courage. C'était une bonne idée de partager les résultats comme ça, pour qu'on puisse être sûr qu'on est admis. Mais bon, être en joie, oui, être en joie et un peu satisfait. Sinon, quand on ne partage pas sur les réseaux sociaux comme ça, on est triste, un peu triste. On n'a pas le courage même de manger. La phase orale et sportive de l'examen démarre ce mardi 6 juillet 2021. À tous les candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu, nous disons félicitations et courage aux candidats malheureux. Principale voie de contournement pour rejoindre la route inter-État, le tronçon Carrefour Satellite Carrefour Haïti est dans un état de dégradation très avancé. Il est difficile de circuler, surtout en cette saison pluvieuse. Un véritable calvaire que dénoncent les usagers de cette voie. Samson Oké et Romaric Devauchy pour le reportage. La voie Carrefour Satellite Carrefour Haïti dans la commune d'Abomey-Calavi est complètement dégradée. Une situation qui devient de plus en plus compliquée pendant la saison pluvieuse et crée par conséquent d'énormes dégâts aux usagers. Comme d'habitude, pendant la saison des pluies, c'est tout un cauchemar pour les usagers de cette voie. C'est une voie qui est complètement dégradée. Il suffit de passer une fois seulement et on est fatigué, complètement fatigué. La voie, on parle un peu, c'est pas du tout bonne. S'il y a plu, il y a des gens qui tombent dans l'eau, il y a des choses qui renversent dans l'eau. Mais partout ça, il y a comme il y a inondation ici. Il n'y a pas de tout bon. C'est qu'il y a des bouts aussi. Les véhicules rentrent dedans, ça ne sort pas. Mais les piétons aussi, c'est difficile de se passer pour le truc là. Pour les usagers, seul le gouvernement peut les sauver de ce calvaire. Ça ne va pas. Si l'État pouvait penser à cette zone et améliorer la voie pour les usagers, ça serait un peu bon. Sinon, sincèrement, ça ne va pas. Si l'État peut se rappeler de nous, usagers de cette voie, en orientant ces projets d'alphatage vers ici, ce serait les bienvenus.
Selon les informations reçues auprès du chef quartier, ce tronçon est bien pris en compte par la prochaine phase du projet asphaltage. Mais en attendant, les riverains, aussi bien que les usagers, sont contraints à continuer de vivre ce calvaire. L'actualité sur le continent, le Nigeria est une nouvelle fois touché par un enlèvement de masse. Dans la nuit de dimanche à lundi, 140 lycéens ont été enlevés dans leur pensionnat par des hommes armés. Cela se passait dans l'état de Kaduna. Les parents demandent de l'aide pour retrouver leurs enfants. Troisième attaque en 3 jours dans la région. Des groupes criminels terrorisent les habitants pour avoir des rançons. Reportage. Les impacts de balles témoignent de la violence de l'attaque. Dans la nuit de dimanche à lundi, entre 1h et 2h du matin, des hommes armés, arrivés à pied, pénètrent dans le pensionnat du lycée Bethel à Chikoun, dans l'état de Kaduna. Au total, sur les 165 lycéens qui dormaient dans l'établissement, 140 ont été kidnappés, tandis que 25 ont réussi à s'échapper. Rassemblés près de l'école, les parents en colère contre les autorités attendent des nouvelles de leurs enfants. Nous parlons d'une seule voix. Nous avons condamné ce qui s'est passé et nous manifesterons et nous continuerons de manifester jusqu'à ce que nos enfants soient de retour. Nous continuerons de parler, nous ferons du bruit, nous appelons la communauté internationale, nous appelons toute personne qui est en position de pouvoir remédier à nos problèmes, de nous venir en aide. Nous ne recevons plus d'aide, venez-nous en aide. Le porte-parole de la police de l'État a indiqué que ces hommes avaient pris en chasse les ravisseurs et que l'opération était toujours en cours. Tandis que le président nigérian, Muhammadu Buhari, a ordonné dans un communiqué à l'armée, la police et aux services de renseignement d'œuvrer à la libération rapide de toutes les victimes enlevées. Une nouvelle attaque commise dans cet État, la 3e en autant de jours. Dimanche, une dizaine d'employés d'un hôpital ont été enlevés et 7 personnes ont été tuées dans des attaques sporadiques dans des localités voisines. Des agissements attribués à des groupes criminels, communément appelés bandits par les autorités. Dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, ils attaquent des villages, écoles ou universités, volent du bétail ou enlèvent sur les routes des personnalités locales et des voyageurs contre rançon. Mais contrairement à certains de ses homologues des États voisins, le gouverneur de l'État de Kaduna adopte une position ferme, refusant catégoriquement de négocier avec ces groupes armés et de payer les rançons demandées. 13 écoles de la région considérées comme vulnérables ont été fermées ce lundi par les autorités. Depuis début décembre, ce sont plus de 1000 enfants, adolescents et étudiants qui ont été enlevés dans une douzaine d'attaques. Certains d'entre eux sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Au Sénégal, 2 nouvelles lois sont adoptées pour lutter contre le terrorisme. L'ONG Human Rights Watch alerte sur ces dispositions qu'elle juge liberticides. Plus de précisions avec nos confrères de RT France. Des lois dangereuses aux contours vagues qui pourraient être utilisées pour criminaliser les activités politiques pacifiques. C'est ce que dénoncent de nombreuses organisations humanitaires qui s'inquiètent de 2 projets de loi approuvés par l'Assemblée nationale sénégalaise. Ces lois qui modifient le code pénal définissent les actes terroristes comme incluant, entre autres, des actes susceptibles de troubler gravement l'ordre public, l'association de malfaiteurs et les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Elles rendent les dirigeants d'associations, de syndicats ou de partis politiques pénalement responsables des délits commis par leurs organisations, menaçant ainsi le droit d'association. Fin juin, des membres du parti de l'opposition ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour déterminer la conformité de ces lois à la Constitution sénégalaise et aux obligations juridiques nationales, mais aussi internationales. Il faut dire que ces nouvelles lois interviennent dans un climat de tension politique et d'incertitude accrue au Sénégal. La répression de manifestations pacifiques de grande ampleur en mars a fait 10 morts et des centaines de blessés. De nombreux activistes de la société civile, des organisations de la santé et d'autres groupes au Sénégal craignent que ces nouvelles lois antiterroristes n'aient un impact sérieux sur les libertés civiles et servent à restreindre davantage encore l'espace démocratique dans le pays.
En France, le président italien poursuit sa visite. Il doit s'entretenir cet après-midi avec le Premier ministre Jean Castex, un tête-à-tête au lendemain de sa rencontre avec Emmanuel Macron pour consolider les liens avec les deux pays après des années de tension. Un couple solide, plus uni que jamais. Valeurs partagées, histoire commune, entre Sergio Mattarella et Emmanuel Macron, les mots étaient là pour sceller l'amitié franco-italienne. Après avoir été au bord du divorce, les deux pays connaissent une véritable lune de miel et les deux présidents en profitent. Parmi les sujets abordés ce lundi, l'épineuse question libyenne, l'engagement de l'Italie au Sahel, les priorités communes pour le G20, autant de terrains sur lesquels les chefs d'État se sont entendus, signant un rapprochement qu'ils souhaitent graver dans le marbre. Aujourd'hui, nous souhaitons renforcer de manière décisive ce socle commun, le structurer, en faire un ciment de l'intégration européenne. C'est dans cet esprit que nous avons ici confirmé notre volonté d'aboutir au plus vite au traité de coopération bilatérale renforcée. Le traité de Quirinal signerait l'aboutissement de pourparlers qui durent depuis 2018. Au cœur de l'accord, la volonté d'acter une vision commune de l'avenir de l'Europe, notamment au travers de la jeunesse. Je suis heureux d'annoncer que l'Italie a favorablement accueilli la proposition que nos deux pays ont bâtie pour un service civique commun franco-italien. Nos jeunes pourront collaborer ensemble. Nos administrations sont prêtes à définir rapidement les modalités et les mécanismes de ce service civique commun. Un couple franco-italien résolument européen, avec une volonté pour Rome de peser davantage dans les décisions prises à Bruxelles. Ce partenariat entre nous est essentiel au niveau bilatéral pour l'Union européenne et pour la communauté internationale. Un engagement commun dans les questions européennes et les questions mondiales. Le couple franco-italien sort de cette journée plus solide que jamais. Un rapprochement essentiel à l'heure où l'UE est ébranlée par un contexte post-Brexit et le retrait prochain d'Angela Merkel de la scène européenne. Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. Ces paroles qui ont scellé le jumelage entre la ville lumière et la ville éternelle en 1956 résonnent plus que jamais. Les vaccins sont destinés à prévenir contre une nouvelle vague de l'épidémie du coronavirus dans le monde. En Éthiopie, les doses viennent à venir. Le programme COVAX, dont les plus démunis sont censés bénéficier, semble être à l'arrêt. Au Venezuela, Nicolas Maduro a posé un ultimatum au système car les doses destinées à son pays ont été payées mais n'arrivent pas. Depuis sa mise en place en 2020 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, le programme COVAX peine à tenir ses promesses. Le dernier à s'en prendre au programme de solidarité censé redistribuer des doses des pays riches vers les pays sous-développés n'est autre que Nicolas Maduro. Le système COVAX doit arrêter de se moquer du peuple vénézuélien. Soit ils nous envoient les vaccins, soit ils nous rendent notre argent, point final. Et s'ils nous rendent notre argent, nous saurons où aller pour les acheter. Le président vénézuélien est catégorique. Pour les 120 millions de dollars que son pays a mis au pot commun, aucune dose n'a été fournie. Sans attendre, le pays s'est donc tourné vers des accords binationaux et vaccine majoritairement à coups de doses russes et chinoises. Face à cette pénurie, le Venezuela utilise aussi le vaccin cubain, alors qu'il n'a reçu ni le feu vert des autorités cubaines, ni celui de l'OMS. Coupable désigné pour Maduro, les États-Unis. Depuis 2019, Washington refuse de le reconnaître comme président légitime et aurait bloqué les financements à destination de Caracas. Préférence nationale, dont tardif, et donc peut-être choix politique. Pourtant, en marge du sommet du G7, Joe Biden s'était engagé à verser 500 millions de doses sans condition à une centaine de pays. Paradoxalement, toujours via COVAX, le Salvador a récemment accueilli 2 millions de doses en provenance du voisin américain. Sur le continent africain, c'est l'Union européenne qui en prend pour son grade. Pas une seule dose, pas une seule fiole n'a quitté une usine européenne pour l'Afrique.
Quand nous sommes allés parler à leurs fabricants, ils nous ont dit qu'ils étaient au maximum de leur capacité, qu'ils répondaient aux besoins de l'Europe. On nous renvoie vers l'Inde. Ils ont vacciné un si grand nombre de leurs concitoyens qu'ils peuvent désormais aller voir un match de football sans masque. Notre peuple n'a pas été vacciné. Moins de 1% de notre population a été vaccinée. Dès mars, l'Inde, principal pourvoyeur de ce programme mondial, a suspendu ses livraisons face à l'explosion des cas sur son sol. Alors certains pays africains ont dû faire cavalier seul. Le Nigeria a décidé de se doter de son propre vaccin. Le Maroc a lui profité de ses liens avec Pékin pour recevoir des injections de Sinopharm et Sinovac. Mais les laboratoires chinois accusent eux aussi des retards. Des mécanismes régionaux, cette fois, ont donc pris le relais. C'est le cas de l'AVAT en Afrique, financé lui aussi par la Banque mondiale et qui devrait bénéficier à 60% de la population du continent. Fin février, le patron de l'OMS accusait certains pays riches de saper COVAX en continuant d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires. Au 30 juin, le programme a expédié plus de 89 millions de vaccins à 133 pays et territoires participants selon les Nations Unies, loin, très loin de l'objectif des 1,8 milliard de doses distribuées avant la fin de l'année. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci pour l'attention. À demain.